ça peut paraître trop, mais la philosophie qui est à la base de cette option, c'est d'abord que ça va plus loin que la caution elle-même. C'est d'abord de se demander le système que nous avons aujourd'hui, où nous arrivons sur la base de la Constitution, qui dit, bon, si vous remplissez les conditions, tout citoyen peut se présenter et tout. Est-ce que ce système-là, vous n'êtes pas porté par des groupes politiques, des groupes sociaux, et bon, je suis candidat pour ramasser 0,0%, 1%, même déjà 1% c'est beaucoup, mais la cohorte des 0,0 et quelques pourcents, ça encombre le paysage politique. Si nous voulons de vrais débats entre de grands acteurs politiques, il faut en arriver à maximum 4 à 6 candidatures, c'est largement suffisant. Les pays qui avancent n'ont pas une foultitude de candidatures. Les pays qui avancent, c'est sur la base des débats, des choix que vous avez faits. Les grandes options qui sont faites par les candidats. Et derrière les candidats, vous avez des groupes. Aujourd'hui, nous avons, je vois, dans notre paysage politique, je peux me tromper, 3, 4 candidatures. Ça nous suffit largement pour permettre à notre peuple de choisir, non pas nécessairement des hommes, mais de choisir les idées et qui accompagnent ces hommes-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, ben écoutez, on vient, comme on a fait là, comme on a fait, où on dit, bon, écoutez, dans les 25 candidats qu'il y a, nous voulons que, oui, celui-là, il est neuf, il est blanc, il est machin et tout ça. Bon, il est neuf, on a vu que c'est pas mieux que ce qui passé par là. Seulement, ce n'est pas vous qui fixez le nombre de candidatures à la présidentielle. Les électeurs même ont l'occasion de faire le ménage, puisqu'ils confinent certains ou la plupart des candidats à l'enfer des pourcentages infiniment décimaux. On l'a vu. Pourquoi ne pas les laisser faire le ménage? Ne pas laisser les électeurs faire le ménage? Pourquoi avoir précisément donné l'impression que c'est l'argent roi, l'argent qui désormais fera le président? Donc, il y a pas, je pense que je vais préciser. Vous le reprocherez. Oui, je vais préciser ma pensée. D'abord, le nombre, vous dites de laisser faire. C'est très bien de laisser faire, ça a un coût. Le laisser faire a un coût. Au niveau de l'organisation de nos élections. Moi, je veux bien qu'on laisse faire. Mais il faut faire avancer le système. Faire avancer notre système électoral, c'est arriver à, tout en empêchant pas les gens de se présenter, faire en sorte que ce soit des idées fausses, des pensées fortes, ce soit des programmes forts qui déterminent la volonté même d'être candidat. Vous n'avez rien à suggérer, vous n'avez rien à proposer au peuple, et dans le fouillis global qui est là, vous dites je suis candidat. C'est très bien parce que la Constitution le permet et tout. Mais le législateur, sur la base de l'expérience que nous avons vécue, il est bon, tout en réduisant le coût des élections, faire en sorte que nous allions à l'essentiel. Il y a moins de candidatures de diversion. Alors, Ismaël Tidjane Seko, je reviens toujours à ce que certains qui sont passés par ici ont dit. Vrai problème, mais peut-être mauvaise solution. Est-ce que la solution n'aurait pas consisté par exemple à demander à chaque candidat à la présidentielle de recueillir un nombre minimum de voix d'élus? Parce que si on le faisait comme ça, si on doit vérifier chacun, un élu ne pourra pas donner sa seule signature à 2 candidats à la fois, on aura forcément un moyen de réduire le nombre de candidatures. Pourquoi ne pas avoir choisi cette voie-là? Si ma mémoire est bonne, j'ai demandé qu'on me fasse les recherches au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous avons déjà mené ce débat au niveau du Parlement béninois. Et j'ai comme l'impression que nous avons été pétanqués par la Cour constitutionnelle sur ce domaine-là. Je ne sais plus quelle année ce débat a été. Nous avons voulu faire comme ce qui se fait en France, c'est-à-dire exiger un certain nombre de signatures d'élus. Et je crois qu'on nous avait reproché d'avoir créé des conditions complémentaires. Et nous a renvoyé là où la Constitution n'a pas distingué. On nous a renvoyé notre copie dans les bras et nous sommes revenus à la caution monétaire. Bon, alors, je crois qu'il y a des décisions qui sont prises et certains ont rappelé
ce débat que nous avions eu au niveau de notre Parlement, il y a de cela quelques années, oui, pour essayer de faire en sorte que ce soit la référence, pour réduire, n'est-ce pas, et faire en sorte que nous ayons le temps d'approfondir, n'est-ce pas, ce que propose ce que nous allons élire plutôt que d'autres considérations. Alors, si c'était le cas, si la solution consisterait par exemple à augmenter le montant de la caution, mais pourquoi aller alors jusqu'à 100? Pourquoi pas 50? Écoutez, il y en a qui ont proposé 300 millions. D'autres non, je crois que le maximum c'était... Il y a une personne qui a proposé 500. La présidente de la commission des lois qui avait proposé 300. D'autres ont proposé 200, d'autres 150. Le projet qui est venu, le projet de rapport qu'on nous a déposé, c'était 150 millions. Et on s'est dit, bon, écoutez, il faut revoir, allons chercher un chiffre consensuel. Le chiffre consensuel, toute tendance confondue. Le chiffre 100 a obtenu le consensus. Oui. Des députés, Oui, toutes tendances confondues. Toutes tendances confondues, c'est le chiffre 100 qui a retenu. On peut toujours considérer que plaie d'argent ne tue pas, mais quand un candidat, il a beau avoir des gens derrière, doit sortir 100 millions, il doit réfléchir 100 millions de fois en même temps. En faisant une démarche comme celle-là, je le disais tout à l'heure, est-ce que vous ne faites pas le choix d'une démocratie censitaire? Oui, on peut craindre que cela ne soit une démocratie censitaire, mais je pense pour ma part que derrière cette option qui est faite, ça traduit une volonté de faire en sorte qu'un individu ne se lève pas pour dire je suis candidat. Il doit avoir un groupe derrière lui, un groupe de partis politiques. Puisque notre texte n'exige pas que les candidatures soient présentées par un parti politique. Si on mettait cela, on dirait que c'est contraire à la Constitution. Mais ce qui aurait pu résoudre le problème, c'est de dire au moins qu'il y ait un certain nombre de partis politiques ayant une certaine représentativité, soit au Parlement, soit au niveau local, qui appuie, qui a double intéressé pour être candidat. Si on le faisait, on va dire que c'est contraire à la Constitution. Bon, mais nous voulons qu'un candidat ne se lève pas en singleton pour dire je suis candidat. Faire en sorte que ça soit accompagné par un certain nombre de forces politiques, puisque c'est les partis politiques qui animent la vie publique dans notre pays, c'est ce que dit la Constitution et la charte des partis politiques. Faire en sorte que ce soit accompagné par un certain nombre de partis politiques, de forces politiques, de forces sociales, pour que cela soit crédible. C'est ça le vrai problème. Oui, si on ne procède pas de cette manière-là et qu'on ne fait pas en sorte que on trouve une formule, on ne va pas s'en sortir. Oui, on peut mettre à votre crédit, à votre actif, que vous êtes plutôt cohérent, vous qui avez voté cette loi, puisqu'en même temps, dans la foulée, vous avez porté les dépenses de campagne pour la présidentielle à 2,5 milliards. Quand on dit 2,5 milliards et que ça résonne dans nos têtes, ça fait quand même beaucoup d'argent. Non, vous ne devriez pas vous inquiéter. Dans un régime du changement où tout est à coup de milliards, bon, ça n'a plus tellement de signification. Mais oui, trêve de plaisanterie. Pour en revenir à la réalité de nos élections, nous avons voulu faire vrai, jouer la réalité, au lieu de faire la comédie qui consiste à dire que le maximum c'était 500 milliards. 500 millions, pardon, 500 millions. Alors que tout le monde sait que tous les candidats qui pèsent, eh bien, dépassent largement les 3 milliards, les 4 milliards. Donc vous confirmez que la dernière fois, le PAD avait dépensé 3 milliards. Bon, en tout cas, là, moi je ne suis pas chargé de la comptabilité du PRD, mais la réalité pour tous les candidats, c'est dans l'ordre de ce chiffre-là. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas évoluer notre droit positif? La Chambre des comptes de la Cour suprême aura à charge, on dit qu'elle est très limitée, qu'elle n'arrive pas à suivre et à faire la traçabilité des dépenses de campagne. Pourquoi est-ce que vous ne la transformez pas en Cour des comptes? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas évoluer le dispositif aujourd'hui, légal, c'est une institution qui n'est pas prévue dans la Constitution. Avant d'arriver à la Cour des comptes, il faut procéder à la révision de notre Constitution. Au niveau de l'UEMOA, c'est une exigence. C'est fait partie des recommandations de l'UEMOA. Mais tant qu'on n'a pas révisé notre Constitution, notre système des comptes restera dans la situation qui est la sienne. Honorable Serpos, donc si je vous comprends bien, vous voulez nous dire que la plupart des partis qui portaient les candidats, les lourds candidats, c'était des partis qui arrivaient à passer dans les mailles de la Chambre des comptes
de la Cour suprême. Parce que si la réalité des dépenses avoisinait les 2-3 milliards, alors que chacun s'arrangeait pour justifier 500 millions, ça veut dire qu'il y avait une vaste tromperie. C'est ce jeu d'hypocrisie. Il y avait une vaste tromperie. C'est ce jeu plan comptable, oui. C'est ce jeu, n'est-ce pas, du prix que nous voulons clarifier aussi. Il faut faire en sorte que on ait un meilleur système de contrôle des dépenses de candidature et il faut jouer vrai dans cette opération. Et il est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours le candidat, puisque c'est le système du candidat, de la candidature individuelle qui est primé. Eh bien, ce n'est pas toujours le candidat lui-même qui fait les dépenses. Tous les supporters, tous ceux qui sont pour cette candidature ne consultent pas le candidat avant de faire les dépenses. Moi qui suis là, je ne suis pas chargé de l'intendance du PRD. Les dépenses que je fais, je ne consulte pas, on me dit, avant de les faire. Je sors de la vous devez verser normalement. Vous avez vu le système national de campagne. Non, mais ils ne savent même pas que moi j'ai fait les dépenses. Ça aussi. Mais dans le système américain, eh bien, on connaît le montant, n'est-ce pas, disponible, puisque des appels de fonds sont effectués en toute transparence. Progressivement, nous devons arriver à cela. À l'étape actuelle, on n'y est pas encore, mais il faut qu'on aille vers les systèmes qui permettent d'avoir la transparence. Dans le financement des partis. Et dans les dépenses des partis politiques. D'accord. Oui, nous allons aborder l'autre loi, c'est la loi portant règles générales pour l'élection du président de la République. Et ma question, la première, c'est celle-ci. Est-ce que vous pourriez obliger le chef de l'État, et votre article, l'article 46 de cette loi-là, ma foi, propose le couplage des législatives et présidentielles. Est-ce que vous pourriez obliger le chef de l'État, au regard de notre Constitution, de convoquer le corps électoral en même temps pour ce double scrutin Moi, je crois qu'il faut distinguer deux choses. La question du couplage et la question de la convocation. La convocation du corps électoral relève essentiellement du privilège du chef de l'État. C'est son droit le plus absolu. Mais quand vous faites la computation des délais, le seul délai fixe dans la Constitution, c'est les délais de convocation et de déroulement des élections présidentielles. Alors, le raccordement des autres élections à l'élection présidentielle est conçu de telle sorte d'abord pour deux choses. Il y a le souci d'économie. Imaginez-vous que nous fassions les élections présidentielles et que quelques jours après, une semaine ou 2 semaines après, nous occupions... Je suppose que le Bénin n'a pas cette capacité. N'a pas cette capacité. Le souci de faire l'économie, nous disons, quand le chevauchement est... La première proposition qui est venue disait ceci, si ça se passait la même année, tout simplement, on est obligé de coupler. Ça a été plus loin pour dire que si cela se situait dans une telle marge, on est obligé de coupler. Parce que la charge financière est difficile à porter par le budget national. Donc le législateur a simplement balisé en donnant la latitude au chef de l'État. L'essentiel, justement, c'est qu'en balisant, donc on estime que vous êtes en train de contraindre le chef de l'État à rester dans une certaine marge pour la convocation, alors que la Constitution lui donne la prérogative exclusive de déterminer au moment auquel il y aura élection, et en tout cas comme c'est lui qui a la charge de la gestion financière du pays, s'il a la capacité de prévoir les moyens financiers pour décaler, pourquoi le contraindre? Écoutez, il ne faut pas qu'on s'amuse. Vous avez vu que nous avons, enfin, par ordonnance, nous avons voté un budget de 1000 et quelques milliards. Et que là, 1300. Merci de la précision. Mais au jour d'aujourd'hui, auprès de FMI et du système de la Banque mondiale, nous en sommes à 600 et quelques milliards. Hein? Donc la réalité, il ne faut pas jouer avec les chiffres. La réalité est là. Et on dit à tout le monde, il n'y a pas d'argent, il y a la crise, il y a tout cela. Il faut tenir un discours de vérité avec le peuple que nous sommes appelés à diriger ou à représenter. Le langage de vérité, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Les ressources sont limitées. Et normalement, nous ne devons pas tendre la main aux bailleurs de fonds. Parce que c'est pour organiser les élections. Hein, instance de souveraineté. De souveraineté.
Mais nous sommes obligés d'aller faire la soumila auprès des bailleurs de fonds pour nous faire élire, pour organiser les élections chez nous. Alors nous voulons qu'on soit responsable. Le rôle des représentants du peuple, c'est de faire en sorte que si c'était le cas, je ne dis pas que c'est le cas, si les dirigeants, les gouvernants ne veulent pas être responsables, c'est